tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 16 novembre 2020, dont voici les titres. Un réfugié burundais est mort au camp de Nyarugusu en Tanzanie suite au manque d'un suivi médical. Les autres réfugiés déplorent la négligence affichée par le personnel médical dans ce camp à l'endroit des malades. Le recensement initié par le gouvernement burundais qui exige l'identification ethnique de chaque fonctionnaire d'État suscite des doutes vu que le gouvernement a décidé de mener ce recensement auprès des employés du secteur privé. L'équipe nationale du Burundi peut se qualifier pour la CAN 2021 si la Fédération nationale de football peut parvenir à l'organiser convenablement. Vous allez suivre l'analyse d'un journaliste de sport après la victoire de ce dimanche. Voilà pour le sommaire. Ingénieur Egide Mnemelo assure la mise en onde et la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page politique. Le gouvernement du Burundi renforce les doutes quant à l'objectif du recensement général des travailleurs du Burundi, expliquant au début que ce recensement ne concernait que les fonctionnaires d'État. Pour actualiser la base de données des salariés, le gouvernement vient de décider de mener le même recensement pour les employés du secteur privé, un recensement qui exige l'identification ethnique de chaque employé. Inès Gakiza nous fait le point. Les premiers jours de ce recensement qui a commencé en date du 26 du mois dernier d'octobre, la ministre de la fonction publique, Madame Domine Banyangimbona, a expliqué qu'il permettra au gouvernement de mettre à jour les données des fonctionnaires rémunérés par l'État en vue d'une gestion rationnelle. Pour l'État, c'est d'abord d'avoir des données fiables de tous les fonctionnaires, mais aussi leur cahier de charges. L'État saura qui fait quoi. Après avoir eu des données fiables, l'État pourra bien planifier et rationaliser ses travailleurs. Par après, l'État pourra aussi planifier ses ressources humaines, mais aussi maîtriser la masse salariale. Un argument qui n'a pas été convaincant, vu les questions auxquelles les recensés sont appelés à répondre, particulièrement celles sur l'ethnie de chaque fonctionnaire. Aujourd'hui, le gouvernement d'Aïchimiye sème lui-même le doute quant à l'objectif du recensement. Alors qu'au début, il parlait d'une mise à jour de données de ses salariés, le Conseil des ministres de ce vendredi a décidé d'étendre ce recensement comportant l'identification ethnique au secteur privé. Prosper Naogwa-Miye est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Comme perspective d'avenir, la note propose l'extension du recensement aux sociétés mixtes et au secteur privé. Une annonce qui renforce les inquiétudes qui avaient été soulevées au début de cette campagne de recensement. Plus d'un se demande à quelle fin servira cette identification ethnique de tous les travailleurs du Burundi. Des inquiétudes fondées sur le passé douloureux du Burundi, endeuillé par des conflits interethniques, sans oublier la vulnérabilité de toute la région liée à cette fibre ethnique que le régime d'Aïchimiye met en exergue. Merci Inès Gakiza. Lancement officiel de ce lundi de la semaine dédiée aux combattants. Les festivités se sont déroulées en zone Muzinda, commune Lugazi de la province Bubanza. Dans son discours, Joseph Nakarutimana, secrétaire général adjoint du parti CNDD-FDD, a indiqué que c'est une occasion de souvenir des moments difficiles qu'a connu le pays depuis les années 60 suite à de mauvais dirigeants. Suivez plutôt Joseph Nakarutimana. Il est secrétaire adjoint du parti CNDD-FDD. Il a été repris en langue française par Emmanuel Nyungeko. Une journée pareille est difficile pour avoir un mot à dire pour nous qui avons de l'âme et conscience si nous essayons d'analyser cette situation. Nous sommes ici donc pour nous rappeler des périodes difficiles qu'a connu le Burundi depuis les années 60. Après la colonisation vers l'indépendance, nous avons eu de mauvais dirigeants, je dirais même de très mauvais dirigeants.
C'est cette mauvaise gouvernance qui nous a plongés dans tous ces malheurs. Nos autorités ont divisé la population en 1965, dans les années 70, en 1980, en 1990 et même en 2000. Et voilà les conséquences auxquelles nous assistons aujourd'hui. Les mauvais dirigeants que nous avons eus ont divisé la population au lieu de la réconcilier. Nous voulons alors que le régime du CNDD-FDD amène le changement par rapport aux années antérieures. En page sécurité, 5 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 3 sont dans la province Cibitoke. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaïchimié. Encore sans vie, d'un homme non identifié a été découvert vendredi dernier, non loin de la rivière Rusizi, à la 7e transversale, si la colline Kaburanwa, en commune Buganda, de la province Cibitoke. Les pêcheurs qui ont vu ce corps indiquent qu'il était en état de décomposition. Le même jour, dans la même commune Buganda de la province Cibitoke, un homme a été décapité par son neveu, si la colline Kaburanwa. La victime était accusée de sorcellerie. L'auteur du crime a été arrêté par la police. Dans la commune et province Kirundo, 2 personnes non identifiées ont été retrouvées dans un fossé d'une latrine mercredi dernier. Selon nos sources à Kirundo, les victimes ont été tuées ailleurs, puis elles ont été jetées à cet endroit. La population de la localité soupçonne que ces 2 personnes auraient été tuées par des Imbonerakure. Au début de la semaine dernière, un Imbonerakure Dino d'Evariste Nyandwi a été décapité par ses compagnons si la colline Mukaka, zone Buhoro, commune Mabayi, province Cibitoke. La victime était accusée de vol. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. En page droit de l'homme, un propriétaire d'un bistrot situé dans le site de Ruhororo, commune Ruhororo en province Ngozi, a été agressé la nuit de ce samedi par un Imbonerakure de la colline Kinyami. Cet Imbonerakure voulait prendre une bouteille de bière sans payer. Le propriétaire du bistrot a refusé et cet Imbonerakure l'a frappé une bouteille à la tête. Les détails avec Clovis Nyonzima. Bede, le prénom de la victime, propriétaire du bistrot du site de Ruhororo, qui a été agressé par un Imbonerakure du nom de Théogène Winewagu. Selon une source dans ce site, cet Imbonerakure l'a frappé au niveau de la tête à l'aide d'une bouteille vide de Primus qu'il venait de consommer, car Bede lui refusait de boire une autre bière avant de payer. Il voulait se servir une bière, mais l'autre a refusé et a repris la bouteille. Purier, cet Imbonerakure l'a blessé en le frappant sur la tête avec une bouteille vide qu'il venait de consommer. Il a aussi mordu les doigts. La victime est vite partie pour se faire soigner. Après l'avoir blessé, cet Imbonerakure est parti sans s'inquiéter de rien. Ce qui a affligé les personnes qui étaient sur place, c'est que la scène s'est passée en présence de l'administrateur de Ruhororo et qu'elle n'a rien fait. La victime n'a pas su comment s'y prendre et il n'a même pas saisi la police vu qu'il a été agressé en présence de l'administrateur, mais qu'elle n'a pas pris sa défense. Les habitants du site de Ruhororo demandent que cet Imbonerakure soit arrêté et puni. Ils déplorent également le comportement affiché par cet administrateur. La rédaction de la RPA a contacté Mamel Tebirukundi, administrateur de la commune Ruhororo, qui était présente quand son propriétaire du bistrot s'est fait agresser, mais sans intervenir. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
À présent, page santé, les cas de diarrhée et vomissements peuvent être liés à une intoxication alimentaire causée par des bactéries ou des virus qui libèrent des substances nocives pour l'organisme. Propos du docteur Jean-Baptiste Nshimirimana, il précise que ces cas de diarrhée et vomissements peuvent être causés également par des pesticides et il revient aux médecins de le prouver par des examens. Docteur Jean-Baptiste Nshimirimana réagit après que 2 personnes soient mortes et une vingtaine hospitalisées après avoir consommé du jus de banane. Suivez le docteur Jean-Baptiste. Et pour ce cas, je voudrais évoquer une intoxication alimentaire parce que nous savons que l'intoxication alimentaire peut être liée à la consommation ou l'ingestion d'aliments contaminés par des agents pathogènes. Dans ce cas, on évoque les bactéries ou virus, les parasites ou salmonelles. Mais il ne faut pas toutefois oublier à signaler des substances toxiques comme des pesticides. Dans la plupart des cas, ce sont les bactéries qui sont responsables de la plupart des intoxications alimentaires, qui libèrent des toxines, donc des substances nocives pour l'organisme dans l'aliment souillé. Et pour ce cas, nous tous nous savons que le jus pressé, donc préparé dans la campagne, nous savons que ce jus pressé n'est ni pasteurisé ni traité de manière thermique. Dans ce cas, il y a toujours un risque élevé des bactéries présentes sur les bananes et les fruits, donc qui n'aient pas été tuées ou détruites correctement. Et donc, il faudra faire des analyses et voir quel était d'abord l'état de préparation de ce jus, quel était la propriété de la personne, soit c'est une personne donc qui avait les mains sales ou bien qui était malade, ou bien ça peut être aussi lié à une contamination croisée. On peut utiliser des ustensiles qui sont sales, oui. Mais toutefois, il ne faut pas oublier ou négliger donc la part des substances toxiques comme les pesticides. Donc c'est au fond incyclable qu'il faut s'adresser. Et en page société, le phénomène des enfants qui vivent dans les rues du Burundi est dû à plusieurs raisons. Et selon David Ninganza, un des défenseurs des droits de l'enfant, ces enfants sont classés en 2 catégories, les enfants de la rue et les enfants en situation de rue. David Ninganza de souligner que la complicité de la réintégration sociale de ces enfants dépend de la catégorie de chacun. Écoutez plutôt David Ninganza. Il y a 2 catégories. Il y a des enfants de la rue. Il y a aussi des enfants en situation de rue, c'est-à-dire qui passent toute la journée dans la rue, mais qui rentrent chez eux. Ce sont des enfants exploités par des personnes mal intentionnées, donc l'exploitation économique. Être dans la rue, c'est une conséquence, mais il y a la cause. Les causes sont multiples. Il y a des enfants qui sont en situation de rue. On les a demandé pourquoi tu es dans la rue. Il y a un enfant qui répond, je suis dans la rue parce que je suis expulsé par mon père. L'autre va dire que sa malâtre l'a maltraité jusqu'à l'expulsion. L'autre vous explique qu'il est orphelin de père et mère, que les biens ont été spoliés par les proches. Il y a d'autres enfants qui sont en situation de rue pour des raisons de pauvreté, c'est-à-dire que les parents n'ont pas été à la hauteur pour pouvoir travailler au profit de l'enfant, donc ils préfèrent laisser l'enfant aller dans la rue. Il y a d'autres qui sont renvoyés par les parents pour aller chercher, récolter de l'argent. D'autres enfants qui sont en situation de rue pour les propres raisons, peut-être qui n'ont pas pu écouter les conseils des parents. Vous comprenez alors? Pour que ces enfants quittent la rue, c'est-à-dire qu'il faut trouver une réponse à chacun. On ne peut pas trouver une réponse globale. Pour ce défenseur des droits de l'enfant, la réintégration est un processus et il exige des encadrements post-intégration. Encore une fois, David Ninganza. La réintégration familiale pour un enfant de la rue nécessite beaucoup de moyens, nécessite un travail long, un travail aussi qui nécessite un peu de technicité. C'est ça la stratégie de retirer les enfants dans la rue. On l'a maintes fois organisé et ils retournent. C'est pourquoi, sans qu'il y ait aussi ce que je peux dire post-accompagnement, donc c'est-à-dire post-réintégration, quelles sont les actions pour chaque enfant qu'on peut faire pour accompagner sa réintégration familiale, sa réintégration sociale? Est-ce que c'est un enfant qui peut avoir des moyens pour produire, pour faire activité génératrice de revenus?
Donc vous comprenez qu'il est dans le besoin d'un encadrement dans ce sens. Est-ce que c'est un enfant qu'on peut réintégrer à l'école fondamentale, parce que son âge le permet, parce qu'il avait été sur le banc de l'école? Est-ce que c'est un enfant qu'on peut réintégrer dans l'enseignement de métier? Vous comprenez que, tout d'abord, chercher l'information appropriée, pourquoi il est dans la rue, chercher l'information auprès de sa famille. Il y a la réintégration familiale de cet enfant et il y a aussi l'accompagnement pour post-réintégration. Alors, quand tous cela ne sont pas réunis, vous comprenez qu'il sera difficile d'avoir 0 enfant dans la rue. C'était David Ninganza, défenseur des droits de l'enfant. En page sport, de nouveaux visages dont l'entraîneur et certains joueurs sont à l'origine des belles performances enregistrées par l'équipe nationale de football du Burundi ces derniers jours. C'est l'analyse du journaliste sportif indépendant Steve Derrick Ndizeye. Pour lui, c'est la Fédération de football du Burundi si la Fédération de football du Burundi organise convenablement l'équipe nationale, rien n'empêcherait au Burundi d'atteindre la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Suivez Steve Derrick Ndizeye. Tout d'abord, je vais commencer à féliciter la performance de l'équipe nationale burundaise dans les 2 matchs qui les a opposés à la Mauritanie. Et pour ce qui est du changement, on peut citer la nomination du nouveau entraîneur principal, Djiminda Izeye, qui a joué un grand rôle au sein de l'équipe nationale burundaise. Il a montré le changement dans la convocation des joueurs qui évoluent à l'étranger. On peut citer aussi le retour de Saïdoni Bazongi après 5 ans d'absence dans l'équipe nationale Inhamba Murugamba, et il vient de prouver qu'il reste un des meilleurs joueurs que le Burundi a connu dans l'organisation du jeu de l'équipe. Et 4 buts en 3 matchs, ce sont des statistiques qui parlent eux-mêmes. Il y a aussi la présence de nouveaux joueurs recrutés pour jouer sur des postes des latéraux, les 2 joueurs Philippe Nzeimana et surtout Marco Weymans, qui vient de prouver qu'il peut être un des meilleurs latéraux gauche que le Burundi a connu au sein de l'équipe nationale. L'appel qu'on peut lancer au staff technique, c'est de continuer de suivre de près les performances et les statistiques de tous les joueurs qui jouent à l'étranger pour convoquer des joueurs capables sur des postes qu'il faut et ne pas convoquer les joueurs selon leur nom. L'autre appel, c'est pour les dirigeants du football burundais. Je les invite d'arrêter le désordre et la turbulence au sein du staff technique. Steve Derrick Ndizeye réagit après le match de ce dimanche qui a opposé le Burundi à la Mauritanie. Ce match qui s'est soldé par la victoire du Burundi sur un score de 3-1 s'inscrit dans le cadre des éliminatoires pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe E, le Burundi occupe la 3e place avec 4 points. Le premier du groupe, c'est le Maroc avec 7 points. Le second, c'est la Mauritanie avec 5 points. Et la dernière place est occupée par la Centrafrique qui totalise seulement 3 points. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page réfugiés. En page réfugiés, certains réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie dénoncent la négligence du personnel médical à l'endroit des malades. Cette dénonciation est faite après le décès d'un réfugié burundais survenu suite au manque de suivi médical. Les détails avec Balthazar Miwuro. Ce réfugié du camp de Nyarugusu qui est mort parce qu'il a été négligé est connu sous le nom de Bosco Ndikumana, surnommé Miambirim. Il habitait dans la zone numéro 10. Il souffrait d'une plaie au niveau de la jambe, comme le témoigne son réfugié. Une partie de sa jambe était gonflée tout près du pied. Il se sentait très mal. Il y avait des pus dans cette plaie. Il souffrait beaucoup. Nos sources au camp de Nyarugusu indiquent que Bosco Ndikumana a été transféré dans l'un des hôpitaux à Dar es Salaam, mais les médecins ont avoué qu'ils ne peuvent pas le traiter et ont demandé qu'il soit transféré à l'étranger. Mais les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé auraient traîné les pieds. Il a été ramené à Nyarugusu où il a attendu 5 mois alors que son transfert à l'étranger ne devrait pas dépasser 1 mois. Personne n'a suivi son état durant ces 5 mois. Samedi dernier, à l'hôpital d'Ika de Nyarugusu, ils ont pris la décision de l'opérer alors qu'il n'était pas à mesure de le faire.
Ils lui ont coupé un muscle, ce qui a causé une hémorragie et par la suite, ils l'ont abandonné alors qu'il était en train de saigner. Ils ont coupé un muscle et ils n'ont pas pu arrêter l'hémorragie. Il a passé 6 heures en train de saigner sans bénéficier d'aucun soin jusqu'à rendre l'âme. Les réfugiés du cas de Nyarugusu demandent aux infirmiers et aux médecins de changer de comportement afin que les malades ne soient plus négligés. Nous avons essayé de contacter le responsable de Médecins sans frontières au cas de Nyarugusu, mais sans succès. Merci Balthazar Miwouro. Dernier dossier de ce journal. Manque criant de serviettes hygiéniques au camp de réfugiés de Lusenda en République démocratique du Congo. Le HCR vient de passer 4 mois sans procurer les serviettes hygiéniques aux femmes et filles réfugiées au camp de Lusenda. Ces dernières craignent d'attraper des maladies. Le point avec Vicky Chris Ninheretse. Ils sont composés de femmes et de filles, ces réfugiés burundaises du camp de Lusenda en République démocratique du Congo, qui sont dans le besoin de serviettes hygiéniques. Une situation, indique-t-elle, qui dure maintenant 4 mois. Ces burundaises se trouvent dans l'obligation de recourir aux lingettes de fortune, comme le témoigne l'une d'elles. Pour le moment, nous nous servons des lingettes de fortune ayant servi des fois comme des lingettes pour nos nourrissons. Nous savons bien que ces tissus ne sont pas propres pour être utilisés dans la période de menstruation. On n'a toutefois pas d'autre choix. Ces lingettes qui ne sont pas appropriées pour la période de menstruation leur causent des maladies. Lorsque nous utilisons ces tissus, ils nous causent des ennuis au niveau des organes génitaux. En effet, ils ne sont pas appropriés. Ils sont très solides. Parfois, quand nous marchons pendant plusieurs heures, ces tissus nous causent des déchirures ou alors des démangeaisons. Des infections vaginales peuvent suivre. C'est vraiment très grave. Ces femmes et filles du camp de Lusenda demandent au HCR de leur octroyer des serviettes hygiéniques pour qu'elles puissent se préserver de tous ces dangers. À cause de tous ces problèmes, nous demandons au HCR de nous distribuer ces serviettes hygiéniques mensuellement comme il le faisait auparavant. À ce propos, nous avons essayé de contacter les responsables du HCR au camp de Lusenda, mais sans y parvenir. Merci Vicky Chris Ninheretse. Voilà, c'est la fin du journal de ce lundi 16 novembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci à ingénieur Egide Mwemero pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.